Tu disais, Pierre, qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais ce n'est pas Bruxelles, ce n'est pas l'Union européenne qui a imposé au gouvernement socialiste de la République socialiste française d'abaisser par exemple les 30 € obligatoires de l'AME à 0. Alors que la Cour des comptes le mardi disait tiens, il faut économiser 7 milliards, le mercredi le gouvernement héros baisse, tiens, bon les 30 € on les oublie. Aujourd'hui l'Europe elle n'est pas faite. L'Union européenne elle n'est pas faite. Aujourd'hui, Bruxelles, il y a bien un palais européen à Bruxelles et à Strasbourg, mais l'Union européenne elle-même n'existe pas, elle n'est pas faite, elle n'a pas été créée. Aujourd'hui c'est juste 10 types, 10 fonctionnaires, des employés de Goldman Sachs et d'autres grands groupes, Monsanto, tout ça aujourd'hui qui dirigent, et la lâcheté politique achète ces politiciens, et ces politiques, ils vont voter les lois proposées par ces fonctionnaires. Mais l'Union européenne, telle que nous on la souhaite, l'Europe des peuples, qui défend les intérêts des peuples européens, aujourd'hui elle n'existe pas cette Europe. Donc ce n'est pas aujourd'hui l'Union européenne qui est forcément le cancer, mais c'est ce qui est au-dessus. C'est une espèce de pieuvre. C'est tous ces grands groupes qu'on a parlé déjà dans la table ronde précédente. Ce sont tous ces grands groupes-là qui sont... Mais aujourd'hui, l'Union européenne, nous avons tous besoin de l'Union européenne. Et l'immigration, l'islam, oui, effectivement. Mais l'islam, enfin, l'immigration en général n'est que le bras armé du capitalisme. Et l'islam n'est qu'une conséquence. Mais l'islam n'est pas la cause. C'est pour ça, comme tu disais, ne nous trompons pas d'ennemis. Effectivement, c'est un problème parce qu'il y a le seuil ethnique. Aujourd'hui, ou dans certains quartiers, et il n'y a pas qu'en banlieue parisienne ou dans les grandes villes françaises. Aujourd'hui, à Nantes, à Rennes, à Brest, c'est absolument dramatique ce qui se passe. C'est absolument dramatique. Moi, j'habite Brest, je vois l'imam, comme je l'appelle mon pote Rachid, qui est ouvertement salafiste, qui explique dans les vidéos facilement disponibles sur Internet qu'une femme doit être voilée intégralement. Il le dit, mais j'explique différemment. Pour imager son discours, il montre une sucette avec l'emballage et une sucette sans emballage qui est avec les mouches dessus. Et c'est le discours de l'imam. Aujourd'hui, le maire socialiste, François Cuyandre, qui est un très bon ami, prévoit de contourner la loi de 1905 comme d'habitude pour lui filer 160 000 €, alors que dernièrement, ce même imam, qui à mon avis devrait être renvoyé au Maroc rapidement, parce qu'il y a quand même des appels au viol sur ses vidéos, tout ça, donnait dernièrement un chèque de 3 000 € à une association pour acheter un fauteuil pour handicapés. Donc ils font l'entrisme, à côté de ça, on leur donne des subventions. Mais ne nous trompons pas d'ennemis. Eux, c'est une conséquence, ce n'est pas la cause. Exactement. Faut bien dissocier les deux. Et ça, ce n'est pas forcément que l'Union européenne. C'est des grands groupes comme Goldman Sachs, tout ça, effectivement. Mais ce n'est pas l'Union européenne, parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne, il faut la faire. Et on doit la construire, et c'est à nous, peuple européen, de la faire. Mais aujourd'hui, elle n'existe pas. Alors, ce que je trouve absolument merveilleux en vous regardant, c'est que vous applaudissez successivement des thèses qui sont parfois un peu antagonistes, mais je trouve ça éminemment sympathique, parce que, somme toute, ça prouve que vous avez une telle chaleur, une telle envie qu'on y arrive, que vous êtes prêt à applaudir des choses, même avec des désaccords provisoires et historiquement probablement nécessaires dans leur aspect provisoire actuel. Je vais donc tenter de reformuler la même question un peu autrement pour que le débat se poursuive dans cette bonne humeur et cette tonicité et qui nous encourage tous à notre combat commun. Voyons, nous disposons aujourd'hui de la capacité d'acheter des ordinateurs à 400 €, d'acheter des portables à 40 €, et demain, nous aurons la bagnole à 20 000 €, ah pardon, 2 000 €, autant pour moi, 20 000 c'est fait, à 2 000 €, hein, qui va débarquer. Quand la bagnole à 2 000 € va débarquer, ça sera comme pour les portables, on n'en fabrique pas un en France, ni d'ailleurs en Europe ailleurs, ça sera comme pour les ordis, on n'en fabrique pas un seul en Europe, c'est fini, le plan calcul, c'était De Gaulle, c'est bien loin, tout ça est abandonné, c'est terminé. Quand la bagnole à 2 000 € va débarquer, et elle va débarquer, puisque le libre-échange mondial fait qu'elle va se fabriquer en grande masse et qu'elle va débarquer à 2000 ou à 2200, il n'y aura plus un ouvrier à PSA, ici ou ailleurs. Ça sera terminé. Autrement dit, voici la question. Cette fois-ci, ce n'est pas seulement la casse sociale en tant que telle, c'est aussi la casse industrielle, c'est aussi la fin de pans entiers de l'emploi et de l'autonomie de l'emploi et des savoir-faire, et des transmissions des savoir-faire et des techniques. Est-ce que l'on peut imaginer une monnaie frontale, c'est-à-dire l'euro ou un substitut, en face des grandes monnaies, des deux autres grandes monnaies internationales que sont le dollar et que sont maintenant le yuan, est-ce qu'on peut estimer, sans une monnaie qui fasse le poids, que l'on va pouvoir se protéger? Question. Est-ce qu'on peut estimer, avec des petites frontières au niveau des États,
que l'on va à ce niveau-là restaurer la capacité avec des droits de douane, des quotas, que sais-je, des proximités? Est-ce qu'on peut estimer qu'à ce niveau-là, nous allons pouvoir faire pièce à la bagnole à 2000 € ou pas? Autrement dit, quel est le bon niveau de protection pour les aspects centraux, monétaires, stratégiques, et j'en rajouterai un pour mettre un peu de piment dans le débat, n'est-ce pas? Chacun sait qu'il n'y a pas d'armée et maintenant plus de police et bientôt plus de magistrature s'il n'y a pas le guidage satellitaire, c'est-à-dire les capacités d'intervention que donnent les satellites en termes d'information, repérage, etc. Tous les gens qui sont dans ces milieux-là le savent. Or, il n'y a pas 50 systèmes aujourd'hui, il y en a un. C'est le système américain piloté par la NASA. C'est-à-dire c'est un système en fait d'État, sous-traité à des privés, mais centralisé au sein de l'État américain, puisque, quand je dis la NASA, pardon, centralisé auprès du Pentagone, qui a l'ensemble des archives, des prises satellitaires et de l'information en question. Nous n'avons, idem Google, bien entendu. Pour faire pièce à un tel défi considérable, est-ce que l'on peut estimer, comme la France seule a eu sa bombe pendant un temps, que la France seule ou l'Italie seule pourra avoir quelque chose de concurrentiel en face des archives du Pentagone et des réseaux satellitaires, ou est-ce qu'il ne faut pas le prévoir à l'échelle continentale? Autrement dit, est-ce que certains aspects, indépendamment de la structure Union européenne ou pas, action médiocre ou néfaste de Bruxelles ou pas, est-ce que la dimension, je dirais continentale, donc euro-russe probablement, européenne et russe simultanément, probablement agglomérée, n'est pas la dimension et la seule dimension pertinente, reste à voir comment l'organiser, pour la protection industrielle, sociale, militaire, judiciaire, bref, pour l'ensemble de ce qui dictera la vie du XXIe siècle? Voici ma question. Alors après ce discours de Philippe, c'est difficile de prendre le relais, mais une question qui est quand même une affirmation. Pour simplifier, d'abord sur l'euro. Moi je pense qu'il faut s'approprier l'euro comme monnaie. C'est-à-dire qu'il faut considérer l'euro comme la monnaie nationale de l'Europe et pas seulement comme une Uber-monnaie ou une super-monnaie. Donc c'est-à-dire que concrètement, cet euro, il n'est pas piloté. Donc c'est un outil formidable et il ne faut pas attaquer l'outil, il faut attaquer l'ouvrier qui ne sait pas s'en servir. L'ouvrier qui ne sait pas s'en servir, eh ben, c'est Barroso et tous ses amis, mais c'est aussi Hollande et Merkel. Donc attaquer l'outil, non. L'euro, simplement, il a un défaut, c'est qu'il n'a pas d'État derrière. Alors c'est la première fois qu'on a une monnaie sans État. Et donc c'est pas facile à gérer. Et puis dès qu'il y a des soubresauts d'une attaque, eh bien, on a du mal à se défendre parce qu'il faut un acteur qui décide et pas 27 qui se mettent d'accord autour d'une table ou qui ne se mettent pas d'accord mais font semblant de s'être mis d'accord, pour être plus précis. Donc ça, c'est une question essentielle. L'euro, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, si on ne le pilote pas, c'est sûr que l'euro il va se vautrer, il va disparaître. Et je ne crois pas qu'on va être gagnant. Alors il y en a qui prônent le retour aux monnaies nationales, aux sesterces. Ah non, pardon, c'est au franc. Excusez-moi, hein. Il y a peut-être une question de datation. Non, mais oui, le dirham peut-être aussi, effectivement. Bon, concrètement, tout simplement l'euro. Est-ce que vous êtes prêts, pour ceux qui ont un peu d'argent en banque, hein, j'espère que malheureusement, malgré la crise, une majorité d'entre vous ont quand même un peu d'argent en banque, est-ce que vous êtes prêts à perdre 40 à 50% de la valeur monétaire de votre argent en banque parce qu'on revient à une monnaie nationale? Moi, j'aimerais que Marine Le Pen, par exemple, qui prône ce retour à la monnaie nationale, nous explique en quoi c'est social de ruiner les petits épargnants en leur enlevant 50% de la richesse de leur compte en banque. J'aimerais qu'on me l'explique. Alors, sur la question essentielle que vient d'évoquer Philippe sur les technologies, je vais prendre un exemple. Il y a le projet Cadarache concernant la fusion nucléaire. La fusion nucléaire, c'est essentiel puisque c'est la seule énergie qui permet de ne pas créer de déchets nucléaires, qui permettra même de recycler ce qu'on a déjà enterré et qui, effectivement, pourrait être le projet européen. Il demande des capitaux tels qu'on a malheureusement eu l'idée saugrenue d'aller accepter de l'argent, je crois, de la Chine ou de l'Inde. Donc ça, il faut et aussi du Japon et des États-Unis. Donc il faut virer tout ça. On reprend Cadarache à nous, on met de l'argent russe s'il faut, et on vire les Américains et les Japonais de l'affaire. C'est à nous les Européens qui vont avoir le secret d'Apollon, la fusion nucléaire. C'est pas Guillaume est sceptique. Bon. Et les équipes sont malheureusement déjà en place et sont internationalisées. Moi, je connais très bien le projet Cadarache. Oui, mais on parle du cas où il y aurait un bon voyage mon pote pour une petite partie de l'équipe. Pour être précis. Bon, concrètement, là-dessus et sur plein d'autres projets, l'Europe unie, avec les Russes, effectivement, peut changer la donne. Alors quand je dis Europe et Russie, non, parce que la Russie est européenne, donc il n'y a pas besoin de la séparer de l'Europe.
C'est juste une extension de l'Europe. Ils ont eu l'intelligence à partir du XVIe siècle d'aller écraser les Tatars et d'aller bouffer la Sibérie, comme les Scythes et les Sarmates il y a 2500 ans l'avaient fait aussi. Donc la Sibérie maintenant c'est une extension de l'Europe, comme le Groenland grâce aux Danois. Et le Groenland, eh bien il faut le défendre parce qu'il y a des Inuits qui ont viré les Scandinaves islandais au XIVe siècle de ce territoire qui était à nous et qui sont en train de prôner l'indépendance pour vendre ça aux États-Unis, pour que les États-Unis puissent construire plein d'ignobles trucs pétrolifères. Surtout le Groenland, on imagine les conséquences économiques et environnementale de la chose. Donc voilà, l'Europe, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a le sous-sol, par exemple, de l'Arctique. Il est partagé entre la Norvège et la Russie notamment. Je parle de la partie qui nous concerne, parce qu'il y a une partie qui est au Canada et aux États-Unis. Ben ça, c'est la richesse et l'avenir de demain de l'Europe. Est-ce qu'on peut imaginer ça en restant la France précarée de Maurras? Non, moi je crois que c'est pas possible. Je pense qu'aujourd'hui l'Europe est une nécessité. Je vais préciser sur l'Union européenne ma position, parce que moi l'Union européenne que je défends, c'est pas celle qui est actuellement en place, c'est celle qui aurait dû être, celle qui devrait être et celle qui devra être. C'est-à-dire que l'Union européenne, elle ne sert que d'antichambre à autre chose. Servons-nous un peu comme un alien qui va prendre les caractéristiques de l'autre, c'est-à-dire l'Union européenne, et ben, il va sortir du thorax de l'Union européenne, ça s'appellera la nation européenne ou la République européenne. Concrètement, on va s'emparer de l'Union européenne, on va faire de leur Union européenne notre Union européenne. On va faire de leur euro notre euro. Et on va le retourner contre ses créateurs s'il le faut, sur le principe très connu du golem. C'est-à-dire que notre Europe va naître de leur Europe, alors même qu'ils veulent évidemment le contraire de cette Europe-là. C'est-à-dire une Europe aux Européens. Et pour saluer un peu nos amis grecs qui souffrent, I Europi ton Europeon. L'Europe aux Européens. Bravo. Alors moi, comme Philippe, je me réjouis de cet échange et surtout de la variété et du respect des interlocuteurs, parce que malgré tout, on a quelque chose en commun, on est tous des Gaulois. Quoi que soit notre vision européenne et tout, on est des Gaulois. Et ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Alors, j'entends que ça grogne un peu à droite. Mais pas encore. Alors, une réponse, moi je n'ai pas la faiblesse de penser que l'Union européenne est le seul mal et que les gouvernements français sont exonérés de toute responsabilité. Bien évidemment, parce que je suis convaincu qu'ils aient la tranche de Sarkozy ou la tranche de Hollande, les gouvernements français sont les fidèles laquais depuis 30 ans de la construction de l'Union européenne et de sa politique ultralibérale. Donc il n'y a pas... Parce que le peuple français le veut bien. Les peuples de France le veulent bien. Quand tu vois que Jacques Chirac est aujourd'hui l'homme politique préféré des Français, c'est quand même dramatique. Quand tu vois le CV de ce type, c'est quand même dramatique. Quand De Gaulle disait le français est un mouton, on peut lui donner entièrement raison. D'accord. Et le peuple dramatique. Mais le peuple breton, tout ce qu'il a fait. Mais le peuple breton aussi, je crois qu'il vote pas différemment. C'est pour ça que je dis les peuples de France. C'est bien pour ça que je dis les peuples de France. Je veux bien donc, je veux bien continuer en essayant de rester concentré. Moi, quand je vous écoute, j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce que vous a fait la France ? Qu'est-ce que vous a fait la France pour que vous ayez autant envie que ça de la voir disparaître ? Qu'est-ce je ne veux pas me l'avoir j'écoute Thomas, tu l'exprimes autrement, mais c'est assez de cette parenthèse. Assez de cette parenthèse, vite, passons aux choses sérieuses. Mettez-moi la France sous le tapis et vive vite la grande Union européenne. Alors on va transformer, c'est marrant, on va pas faire l'Union européenne qu'ils veulent, on va en faire une autre. L'Union européenne c'est un lance-flamme et on va transformer un lance-flamme en extincteur. Moi je sais pas, j'ai jamais vu ça. Mais surtout sur la question j'entends en dehors de l'euro, point de salut. Ah bon ? Ah bon ? On n'existait pas avant l'euro ? Qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui si l'euro s'arrêtait ? Mais la vie continuerait. Chacun reviendrait à sa monnaie nationale. Ça me paraît pas une vision aussi archaïque. Je pense que ça mérite une réflexion un peu moins dogmatique de se dire, est-ce que la Grèce, la Roumanie et l'Allemagne peuvent être régies par une monnaie commune ? Est-ce que c'est totalement stupide de se dire non ? C'est pas possible. Est-ce qu'à la rigueur, on peut se dire, peut-être pourrait-il y avoir une monnaie commune entre des pays voisins ? Moi, y compris là-dessus, ça s'interroge. Mais l'euro s'arrêterait, et je pense que le plus tôt serait le mieux. Eh bien, qu'est-ce qui se passerait ? La France dévaluerait de 10%, l'Italie dévaluerait de 20%, peut-être que la Grèce dévaluerait de 40%, mais c'est pas la première fois historiquement que ça s'est passé. Je vous invite à écouter régulièrement l'économiste Jacques Sapir,
qui ne me paraît pas le dernier des gauchistes, qui évoque très régulièrement cette hypothèse, qui paraît plutôt le bon sens. Parce que quand même, gouverner, c'est quand même extraordinaire. On a maintenant, depuis plus de 10 ans, des présidents de la République, des gouvernements, qui nous font croire qu'ils ont les moyens de gouverner. Et qu'est-ce que c'est qu'avoir les moyens de gouverner si on n'a pas l'arme monétaire pour peser sur l'ensemble des décisions du pays? Mais ce sont des eunuques. Ce sont des eunuques totalement impuissants qui assistent finalement aux décisions de Bruxelles sans absolument rien peser. Ce sont des gens qui sont sur un court de tennis et qui regardent la balle passer. Et c'est absolument tout ce qu'ils ont à faire. Alors, moi, je l'avoue, Philippe a posé des questions très intéressantes, par contre, sur le côté, le coût de la bagnole à 2000 €, bah oui, il y a aussi le salarié chinois qui gagne 1000 fois moins que le salarié français, et comment on fait dans ce cas-là pour se positionner, je veux dire, c'est une question ancienne, finalement, c'est une question ancienne des différences de statut entre différents salariés, et nous faisons partie, en France, d'un pays où le niveau de vie fait partie des plus élevés. Moi, je n'ai pas envie, au nom de l'harmonie européenne, qu'on voit quelque part, au nom d'une uniformisation européenne qui a lieu par le bas, qu'on assiste finalement à la disparition de ce qui est notre modèle. Moi, j'avoue que la question de Philippe est intéressante, mais là, c'est le protectionnisme. Un protectionniste qui soit pas albanais, qui soit pas totalement stupide, mais moi je ne suis pas contre, par exemple, qu'on fasse rentrer en France des produits qui sont en dessous de la valeur des produits créés en France, si ça se traduit par un partenariat, par des accords, et entre nous, je préfère que les accords économiques aient lieu avec la Russie plutôt qu'avec les pays du Golfe, et plutôt que ça soit le Qatar qui achète la France. J'avoue que je préfère que nos alliés se situent ailleurs. Mais moi, je reveux un gouvernement qui ait les moyens de gouverner. J'en ai ras-le-bol d'élire des pantins, je ne vote pas pour eux, hein, mais de voir des pantins qui gouvernent en nous disant « ça c'est pas nous, c'est l'Union européenne, on n'y peut rien, c'est l'euro ». Moi, je veux à nouveau, parce que j'aime la France, je ne dis pas que les autres ne l'aiment pas, mais je l'aime à ma façon, j'aime une France souveraine, j'aime une France maîtresse de ses décisions économiques, et j'ai envie d'une France qui remette de l'industrie et du travail pour nos jeunes, et je finirai, je veux une France qui ait les moyens de foutre dehors ceux qui nous pourrissent la vie aujourd'hui, qui foutent en l'air notre modèle social. On parlait de l'industrie automobile, dont la voiture à 2000 €, mais faut pas oublier non plus quand même qu'il y a un grand groupe automobile français dont l'État est actionnaire, qui est parti faire une voiture soi-disant pour la Roumanie et disait il y a quelques années, jamais on ne l'importera en France, cette voiture restera en Roumanie, c'est pour les marchés en développement, jamais on sera en France. Aujourd'hui la Dacia, on en voit partout. C'est fabriqué en Roumanie, et effectivement, les travailleurs, il y a des usines, Renault sur Nantes, tout ça par exemple, il n'y en a plus. Ici, à Chartres de Bretagne, c'est Peugeot qui va fermer. Effectivement, il y a... Mais ça, l'État est responsable, l'État n'a absolument rien fait. L'État français a laissé faire. On parlait des échanges commerciaux. Un téléviseur, aujourd'hui, qui vient d'Asie, son coût de transport entre Taïwan et Le Havre ou Marseille, c'est 1 €. Le coût de transport d'un téléviseur, pour nos ces grandes distances, c'est 1 €. Donc effectivement, aujourd'hui, on ne peut rien faire. Tant qu'on laisse faire comme ça, qu'il n'y a pas un protectionnisme européen, on ne peut rien faire. C'est absolument rien faire. Mais il y a une volonté, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, une lâcheté des politiques. Comme tu m'as interrompu une fois, je peux me permettre de te poser une question. Est-ce que pour toi, un protectionnisme européen, c'est par exemple que ça ne te pose pas de problème qu'une entreprise quitte la France pour aller en Roumanie? Tu auras un protectionnisme européen, c'est l'Europe. Il n'empêche que la main-d'œuvre en Roumanie est 4 fois moins chère qu'en France. Est-ce que c'est ça le protectionnisme européen? Tout à fait, bien sûr. Il y a les différences de niveau salarial. Je vois dans mon métier, la marine marchande. On parlait tout à l'heure des syndicats. La CGT, qui est le syndicat majoritaire dans la marine marchande, a négocié avec l'État français il y a quelques années un changement de pavillon, le pavillon RIF, pour rendre de nouveau la marine marchande compétitive. La CGT a négocié un pourcentage de marins français à bord de 35%. De 33% sur les pavillons TAF, ils sont passés à 35%. Le reste, c'est encore pire que ce qui existait avant au niveau des pavillons. Donc les bateaux sont payés par crédit d'impôt. Un bateau, ça coûte une fortune. Aujourd'hui, sur un bateau de ACMA CGM, par exemple, dans lequel l'État français a encore des billes, tu vas voir un bateau avec un équipage de 19 personnes,
tu auras le commandant qui sera français, le chef mécanicien qui sera français, ensuite tu auras 17 marins de 17 nationalités différentes et tous aux conditions sociales de chez eux. C'est-à-dire 18 salaires différents, 18 modèles sociaux différents sur le même navire. Alors, effectivement, là, l'Europe, à mon avis, doit intervenir. Ce n'est pas que les petits pays ou un État comme la France. Il faut réfléchir selon le niveau de vie actuel de certains pays. C'est clair qu'il y a des écarts absolument monstrueux. Mais comme tu disais tout à l'heure, on nivelle et par le bas. On y arrive très bien. Moi, je vois personnellement en 10 ans, mon salaire a été divisé par 2. Aujourd'hui, je tire la langue tous les fins de mois. Heureusement, ma femme travaille, mais c'est quand même très laborieux. Et aujourd'hui, on le voit dans toutes les villes. Je vois dans une petite commune, par exemple, Rospordin, près de Quimper, dans le Finistère. Aujourd'hui, c'est une usine qui ferme, c'est 300 salariés qui sont licenciés. Il y a petite parenthèse, ça fait 40 ans que le maire est socialiste. Il y a 10 ans de ça, une autre entreprise avait fermé dans cette même commune, 62 salariés licenciés. Le maire avait refusé de les recevoir. Aujourd'hui, le maire manifeste. Et il s'en prend à la politique du gouvernement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les socialistes manifestent contre les socialistes. T'en marches sur la tête, mais bon... J'ai une question à te poser quand même très très rapide. Le problème des charges sociales... C'est pas la règle. Je te laisse faire, mais c'est pas la règle du débat. Je te réponds vite fait. La Hollande, c'est la même taille que la Bretagne, ils y arrivent. Sommes-nous plus cons que les Hollandais? Aujourd'hui, je pense que oui. Alors, mais je pense qu'on a les capacités pour se relever. Alors on va embrayer. Ouais.